Hello tout le monde, c'est Trina. Et ben, comme d'habitude, je vais commencer par remercier tous les gens qui m'ont laissé des commentaires, des mails et des messages. Vous savez que ça me touche vraiment beaucoup et promis, je ferai des vidéos des affaires dont vous m'avez parlé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle affaire, l'affaire des disparus de l'Isère. Alors en fait, ça regroupe plusieurs affaires de disparition, de meurtre ou d'agression d'enfants et de jeunes ados entre 5 et 15 ans qui ont eu lieu entre 1983 et 1996 en Isère. 3 affaires seulement ont pu être résolues, les autres aujourd'hui sont toujours une énigme, d'où ma vidéo forcément. On commence par Fabrice Ladoux, je vous montre sa photo. Voilà, 12 ans, il a disparu le 13 janvier 1989 à Grenoble entre son collège et son domicile. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard dans le massif de la Chartreuse. Il a été violé et étranglé et il avait une blessure à la tête. Anissa Wadi, je suis désolée mais il n'y a vraiment que cette photo qui est disponible sur internet. 5 ans, elle a disparu le 25 juin 1985 à Grenoble, dans le quartier de l'Abbaye exactement, aux environs de 17h30. En fait, elle jouait au pied de son immeuble HLM et elle a disparu. Son corps a été repêché précisément au barrage de Beauvoir, toujours dans l'Isère, 13 jours plus tard, et l'autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée. Léo Ballet, 6 ans et demi, il a disparu le 19 juillet 1996 dans le massif du Taillefer, toujours dans l'Isère. En fait, il faisait une randonnée avec son père et des amis et il est disparu exactement à l'endroit où son père avait dressé le campement. Il y a une Citroën BX immatriculée dans les Bouches-du-Rhône qui a été repérée dans le secteur dans l'enlèvement, mais c'est une piste qui malheureusement n'a rien donné et son corps n'a jamais été retrouvé. Sherazade Bendouyou, alors ça s'écrit Charazed, mais je pense que ça se dit Sherazade, désolée si c'est pas le cas. 10 ans et demi, elle a disparu le 8 juillet 1987 à Bourgoin-Jallieu, aux environs de 13h. En fait, elle a demandé à sa maman la permission de jouer au pied de leur immeuble HLM dans le quartier Champfleury, exactement, donc à Bourgoin-Jallieu, je vous le rappelle. Il y a un témoin qui l'a vue au sous-sol de l'immeuble en train de vider les poubelles et c'est la dernière fois qu'elle sera aperçue. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et le dossier a été classé sans suite, malheureusement. Ludovic Janvier, 6 ans, il a disparu le 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Air, près du domicile de ses parents. En fait, un peu avant 20h, il était parti avec ses 2 frères chercher un paquet de cigarettes à 200 mètres du domicile familial seulement. Et il a été enlevé devant plusieurs témoins par un homme avec un casque de moto sur la tête, en bleu de travail, avec des chaussures de sûreté à fermeture éclair. C'est un homme qui connaissait le nom des enfants, ce qui est assez surprenant puisque la famille de Ludovic s'était installée dans la région seulement 3 semaines plus tôt. En tout cas, les enfants ne sont pas méfiés quand l'homme a dit qu'il fallait l'aider à retrouver son chien. Et Ludovic a été enlevé et son corps n'a jamais été retrouvé. On passe à Philippe Pignot, 13 ans. Il a disparu le 25 mai 1980, exactement à la Morte-sur-Isère. Et il n'a non plus jamais été retrouvé. On n'a pas plus d'infos le concernant. Nathalie Boyer, maintenant, 15 ans. Elle a disparu le 2 août 1988 à Villefontaine pendant une promenade. Son corps a été retrouvé le lendemain près de la voie de chemin de fer à Saint-Quentin-Fallavier et elle a été égorgée. Et un cas un peu plus particulier maintenant, c'est celui de Grégory Dubrul, 7 ans. Alors, il a disparu le 10 juillet 1983, mais je ne montrerai pas sa photo parce que lui, miraculeusement, il a été retrouvé vivant. Je vous en parle quand même parce que c'est important pour la suite de l'affaire, vous allez comprendre. En fait, lui, voilà, il était assis sur les marches de son immeuble rue Adrien Ricard à Grenoble. Il y a une voiture qui s'est arrêtée devant lui. L'homme était européen au teint mat. Il lui a demandé où menait la rue et il l'a enlevé. Et Grégory Dubrul ne se rappelle de rien à part s'être réveillé dans une décharge à Pommier-la-Placette, toujours dans l'Isère, avec le crâne fracassé. Il a probablement été drogué et son agresseur n'a jamais été retrouvé. Maintenant, en fait, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que tous les procureurs qui ont travaillé dessus ont toujours écarté l'hypothèse d'un tueur en série, alors que pourtant, il y avait vraiment des similitudes. Déjà, les enfants étaient majoritairement des enfants d'immigrés vivant en HLM. Ils ont disparu dans un rayon de 70 km entre Lyon et Grenoble. Ils ont très souvent disparu en fin d'après-midi et ils ont disparu pratiquement tous à proximité de leur domicile. Et il y a aussi le fait que les corps retrouvés portaient très souvent des traces de strangulation, ce qui suggère un même mode opératoire, quasiment à chaque fois.
Et il y a surtout des similitudes troublantes entre l'affaire Grégory Dubrulle, donc comme je vous ai dit, qui a été retrouvé vivant, et l'affaire Fabrice Ladoux. Tous les deux, déjà, ils ont été violemment frappés à la tête. Le corps de Fabrice Ladoux a été retrouvé à moins de 10 km de là où Grégory Dubrulle a été sauvé par un passant. Les deux endroits sont des endroits qui sont proches et ils sont même sur le même versant du massif de la Chartreuse. Ce sont vraiment des régions qui sont très montagneuses et seuls les habitués de la région peuvent connaître, peuvent s'y retrouver et peuvent commettre un meurtre. Maintenant, on va en venir aux familles des victimes. Il faut savoir qu'à cause des similitudes, elles ont longtemps demandé que toutes les affaires soient reprises par un seul et même juge d'instruction, en vain. Elles sont en colère puisque déjà elles ont appris que le numéro vert qui avait été mis en place par les enquêteurs était aujourd'hui désactivé, depuis longtemps d'ailleurs. Et la sœur de Sherazade Bendouyou a expliqué qu'en 1987, donc l'année de disparition de Sherazade, les policiers n'avaient pas mené l'enquête de manière très poussée et avaient vite mis la famille à l'écart. Elle a expliqué que tous les jours, son père allait voir les policiers pour avoir des informations et que les policiers l'envoyaient promener, c'est ce qu'elle a déclaré, ce qui est juste scandaleux. Encore plus scandaleux, la famille de Sherazade était persuadée que le dossier était à l'instruction jusqu'en 2003 et ils ont appris par hasard que l'affaire avait été classée sans suite en décembre 1988, donc seulement 1 an et demi après les faits. La famille n'avait même pas été prévenue. Ça veut dire que pendant 15 ans, la famille de Sherazade a cru que des enquêteurs travaillaient sur le dossier, alors que ce n'était pas du tout le cas. Vous vous rendez compte, 15 ans? C'est juste aberrant. Du côté de l'enquête maintenant, il faut savoir qu'au printemps 2008, une cellule baptisée Mineur 38 a été créée. En fait, dedans, il y avait 5 analystes criminels de Rosny-sous-Bois qui étaient chargés de réétudier toutes ces affaires, mais l'effectif a été sérieusement réduit en 2011. On ne sait pas pourquoi officiellement, certainement faute de moyens. Et en novembre 2014, à la demande des familles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a réouvert 3 des affaires, celles de Sherazade Bendouyou, de Ludovic Janvier et de Grégory Dubrulle. La cour a demandé au juge de faire plus d'investigations, d'en informer les familles parce que ça n'a pas été fait et que c'est juste la moindre des choses, et aussi de regarder ces affaires en lien les unes avec les autres, de chercher les similitudes, de refaire le parcours de criminels ou de personnes arrêtées pour des crimes sexuels dans l'Isère et de confronter des témoignages. C'est clair qu'il faut procéder à des analyses ADN puisque c'est quelque chose qui n'était pas encore très utilisé à l'époque. Il faut savoir que l'ADN s'est démocratisé en 1988, mais le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'est apparu qu'en 1998, donc beaucoup plus tard. Il faudrait aussi travailler sur toutes les affaires d'enlèvement ratées, parce qu'en fait, les enfants qui ont réussi à échapper à un pervers, à un criminel, comme ici Grégory Dubrulle qui a été retrouvé vivant, sont vraiment les mieux placés pour donner des informations. D'ailleurs, pour info, c'est comme ça que Michel Fourniret a été arrêté. Je pense que Michel Fourniret, vous en avez tous entendu parler. Et puis aujourd'hui, en fait, on n'interroge plus les enfants victimes de la même façon qu'à l'époque. Les choses ont évolué, les enquêteurs ont été formés d'autres manières, ils sont accompagnés de psychologues, enfin c'est vraiment différent. Donc il faudrait vraiment que ça soit relancé. Et pour que ça soit relancé, il faudrait des témoignages pour que les dossiers soient réouverts. Je vais vous remontrer toutes les photos des victimes en vous rappelant leur nom. Fabrice Ladoux, donc lui, 12 ans, il a disparu le 13 janvier 89 à Grenoble et son corps a été retrouvé dans le massif de la Chartreuse. Anissa Wadi, 5 ans, elle a disparu le 25 juin 85 à Grenoble dans le quartier de l'Abbaye. Son corps a été retrouvé au barrage de Beauvoir. Léo Ballet, 6 ans et demi, il a disparu le 19 juillet 96 dans le massif du Taille-Fer. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sherazade Bendouyou, 10 ans et demi, elle a disparu le 8 juillet 87 à Bourgoin-Jallieu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ludovic Janvier, 6 ans, il a disparu le 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Hères. Son corps n'a jamais été retrouvé. Philippe Pignot, 13 ans, il a disparu le 25 mai 1980 à la Morte-sur-Isère. Il n'a jamais été retrouvé. Nathalie Boyer, 15 ans, elle a disparu le 2 août 88 à Villefontaine. Son corps a été retrouvé à Saint-Quentin-Fallavier. Donc vraiment, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, parlez de cette affaire. On ne sait jamais, quelqu'un peut savoir par quelqu'un, qui sait par quelqu'un, qui sait par quelqu'un. Ça peut arriver, c'est vraiment en se mobilisant qu'on va arriver à faire bouger les choses et peut-être que ces familles pourront un jour faire leur deuil et que l'assassin, qui peut-être court toujours aujourd'hui, certainement d'ailleurs, pourra enfin être arrêté. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se serve d'une plateforme comme YouTube pour essayer de rendre justice. Voilà. Gros bisous.